Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Je suis à New Denver, dans la région des Kootenays, et je rencontre Jeanne Huet, qui a été directrice de l'Association francophone des Kootenays-Ouest de 1993 à 2005. Bonjour Jeanne. Bonjour Annie. Alors, racontez-nous un peu l'histoire, enfin votre histoire pour commencer. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Vous êtes originaire d'où? D'accord, je suis originaire d'une très petite ville, un très petit village au Québec, Saint-Antoine-Abbé. Probablement les gens n'ont jamais entendu parler de Saint-Antoine-Abbé. C'est un petit village d'à peu près, dans le temps, il y avait à peu près 125 habitants dans le village. Et c'est au sud-ouest de Montréal. Et après, je suis allée demeurer à Montréal vers l'âge de 19-20 ans. Et je suis venue de Montréal, en Colombie-Britannique. Mais je ne suis pas venue à New Denver. Je suis venue dans l'ouest de la Colombie-Britannique, dans un petit village autochtone, dans la vallée du Ness. Je ne sais pas si les gens le connaissent. Au nord de Terrasse. Il fallait voyager sur une route forestière pendant 3 heures pour se rendre à ce village-là. Et qu'est-ce qui vous avait amené dans ce village? J'avais rencontré mon partenaire dans le moment et il travaillait là-bas avec la tribu. Et puis, il m'a invité de venir le visiter pendant l'été. Alors, je suis venue et je ne suis jamais repartie. Et qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Lui, il travaillait avec la tribu sur la réclamation des terres, avec les Nisga'a. Et pas mal toutes sortes de travail, tout ce qu'on avait besoin de lui faire faire, si tu veux. Et alors, je suis allée demeurer là. On est demeuré là pendant presque 10 ans. Mon fils est né là-bas. Et je suis venue dans les Kootenays en 1983. Et à quoi ressemblait la vie dans votre petit village autochtone? Dans mon petit village autochtone, la francophonie, ça n'existait pas. Les gens parlaient l'anglais, c'était déjà une langue seconde. J'étais la seule personne là qui parlait français. C'était un peu... Mais j'étais tellement intriguée, impliquée là-dedans que le français, c'était pas... c'était parti de mon idée, si tu veux. À un moment donné, est venue une linguiste qui est venue de France, qui est venue là écrire une grammaire pour les Autochtones. Et c'était la première francophone que je rencontrais en Colombie-Britannique. Alors, non, la francophonie, à ce moment-là, c'était pas... Ça faisait de mon quotidien, et puis je ne peux pas m'en plaindre, disons. J'étais déjà dans un endroit où on devait vivre dans une langue seconde. Alors... Est-ce que vous avez appris la langue? Oh, juste un petit peu. J'ai appris un peu, mais je ne m'en souviens pas énormément. On est parti de là, comme je dis, en 1983. Ça fait déjà assez longtemps, mais je me souviens encore comment dire bonjour, comment ça va. Et votre fils, il avait quel âge quand vous avez quitté? Oh, il avait 4 ans. Oh, il était tout petit encore. Oui. Et donc après, vous êtes venu vous installer dans les Kootenays? On est venu dans les Kootenays. On est allé à Nelson pendant 2 ans. Et après ça, on est venu ici à New Denver. Et pourquoi Nelson? Pourquoi les Kootenays? Les Kootenays, parce qu'on avait rencontré quelqu'un qui venait travailler pour le Nisga'a comme conseiller. C'est un biologiste ou une personne qui vit ici dans les Kootenays, qui venait faire du travail pour eux. Et quand il venait travailler là-bas, il demeurait avec nous parce qu'il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas d'endroit pour l'héberger. Alors, c'est nous qui on l'hébergeait. Et lui, il nous parlait toujours des Kootenays. Puis il disait, oh, venez donc voir comment c'est beau. Alors, une fois, on est venu, puis on a vraiment aimé ça. Alors, quand on est parti là-bas, on est venu ici.
Et Nelson, disons, ça nous attirait. Il y avait une université dans le temps. Et je sais pas, c'était une place qui nous avait attiré de venir. Alors on a commencé par vivre à Nelson. Mais après ça, quand on a commencé à voyager un petit peu dans les environs, on a décidé, bien, peut-être qu'on aimerait mieux être un endroit un petit peu plus tranquille. Alors on est venu ici. Et parlez-nous un petit peu de New Denver, de l'histoire de New Denver, de ce petit temple. C'est une toute petite ville. Oui, c'est tout petit. Je pense qu'il y a à peine, il n'y a pas tout à fait 500 habitants ici dans le moment. Je ne connais pas l'histoire énormément, mais c'est une ville minière. New Denver, c'est comme Denver au Colorado. Alors, vers la fin du 19e siècle, il y a eu la ruée sur l'or et l'argent. Alors, ils avaient trouvé des mines d'argent. D'ailleurs, c'est pour ça que la petite ville prochaine est Silverton, parce que on avait découvert des mines d'argent. Alors, les gens sont venus ici pour les mines d'argent. Alors, ça a commencé comme un camp pour les mineurs. Et disons, là, après ça, quand ça s'était terminé, bon, des gens sont restés, ils ont... Et puis, je pense qu'il y a des familles qui sont ici depuis assez longtemps. Je ne sais pas exactement ce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens ici avant la ruée sur l'or et l'argent, mais je ne suis pas sûre. Et cette partie de New Denver, il n'y avait pas d'habitation ici, c'était un verger. C'est pour ça que ça s'appelle The Orchard. Et puis, c'est ici qu'on a interné les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on a construit des petites cabanes pour les Japonais. Et puis, disons, après, lorsque la guerre était terminée et que les gens sont repartis, certains sont demeurés encore. Il y a encore des familles japonaises ici, qui sont les descendants de ces gens-là. Et puis les petites maisons ont été refurbishées. Et toutes les maisons ici, c'était des petites maisons où les Japonais ont été internés. Alors ça, c'est une partie de l'histoire de New Denver. Est-ce qu'il y a une petite francophonie à New Denver? Très, 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 très petite. Mais si déjà il y a 500 habitants, j'imagine que vous êtes combien à peu près ici de francophones? Je pense de vraiment francophones de souche, là, je pense que peut-être 5. Il y a des gens qui parlent français. Alors, en ce moment-là, quand il y a des choses en français, ces gens-là participent, mais non, c'est une très petite communauté. Je n'ai pas trouvé une communauté francophone quand je suis venue ici. À Nelson, par exemple, il y a une plus grosse communauté francophone. Pouvez-vous nous en parler un peu? Comme vous avez été la directrice de l'association pendant plusieurs années. Bien, disons, quand j'ai commencé à être la directrice à Nelson, on n'avait pas de bureau, on n'était pas tellement bien organisé. L'association a commencé en 1986 par une personne qui vivait à Rossland et ça s'étendait un peu. Disons que vers les années 1998-2000, peut-être, il y avait dans les Kootenays, dans toutes les Kootenays-Ouest, on avait 750 membres. Alors, il y a beaucoup de francophones dans les Kootenays. Il y en a encore plus à Nelson qu'il y en avait dans le temps, parce qu'avec l'école, ça attirait beaucoup de gens de venir vivre à Nelson pour avoir l'école en français. Alors, à ce moment-là, c'était un petit peu... tu sais, essayer de voir ce que tu peux faire, et on n'avait pas beaucoup de sous non plus, on n'avait pas des grosses subventions. Disons, j'ai commencé à travailler avec un budget de 7 000 $, qui comprenait mon salaire, et faire 4 fêtes par année. Et quand j'ai terminé, mon budget était 150 000 $. On avait une maison de 3 étages qu'on louait, on n'avait pas acheté. Et on avait plein de programmes. Et quels ont été ces programmes que vous avez commencés?
le Bibliobus, qui est une librairie sur roue, si tu veux. Ça, j'ai commencé ça en 1995. Ça a amené beaucoup de francophones parce que là, j'ai rencontré partout, j'allais partout dans les petits villages. Alors, je rencontrais tout le monde et ça les amenait dans le... On m'en a parlé beaucoup de ce projet-là. Et où vous aviez pris l'idée? Bien, l'idée, c'est que on avait fait un genre de remue-ménage. Et d'ailleurs, c'était subventionné par Patrimoine canadien. Je pense que tous les petits organismes avaient fait un remue-ménage. Et alors là, les gens, on demandait aux gens, mais qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Parce qu'il y avait de l'argent qui allait sortir de Patrimoine canadien, là, tout à coup, et on devait savoir qu'est-ce qu'on voulait faire avec cet argent-là. Et oui, parce qu'ils avaient fait les subventions de 5 ans données par Patrimoine canadien. Maintenant, je pense que je ne sais pas comment ça fonctionne, mais avant ça, on demandait notre argent à chaque année et il y avait très peu de sous, mais là, ça bougeait un peu plus. Et là, bon, on a fait le remue-ménage et ce qui est sorti le plus, c'était que les gens voulaient des livres en français. Ils voulaient de la musique en français, ils voulaient des vidéos en français, ils voulaient des choses en français pour leurs enfants. Il n'y avait pas d'école francophone à ce moment-là. Alors, c'était la priorité qui est ressortie de ce remue-ménage-là. Alors, c'était, OK, on peut avoir une bibliothèque à Nelson, mais les gens qui demeurent à Revelstoke ne viendront pas chercher un livre à Nelson. Alors, il fallait penser en dehors de la boîte, si tu veux. Et puis, l'idée du Bibliobus est venue, bon ben, si eux ne viendront pas chez nous, on va aller chez eux. Comme en anglais, on dit, si Mahomet ne va pas à la montagne, soit tu y vas, ou quelque chose comme ça. Bon, alors, ça n'a pas été facile, parce que il fallait trouver des sous pour faire ça, il fallait avoir un véhicule, il fallait avoir des livres, mais bon, j'obtenais pas beaucoup de support pour mon projet, qui pourtant, quand j'en parlais, tout le monde était enthousiaste quand j'allais à Vancouver, parce que j'allais 4-5 fois par année à des réunions, et je parlais de mon projet, mais ils ne se souvenaient pas. Alors, j'ai dit, bon ben, une autre chose, je commence le Bibliobus. Et après ça, quand je ferai ma demande, j'aurai des statistiques. Je pourrais prouver qu'on a besoin de ça. Alors, j'ai pris ma voiture et j'ai ramassé des livres un peu partout. Des gens m'en ont donné. J'avais 140 bouquins dans des boîtes de carton sur la banquette arrière de ma voiture. Et j'ai commencé à me promener dans les Kootenays et à rencontrer les gens. Et les gens étaient tellement enthousiastes. J'en avais pas assez de livres, il fallait que j'en trouve d'autres. J'avais eu quelqu'un du Québec m'en avait envoyé. Alors, ça fait boule de neige. Et l'année suivante, quand c'était le temps de faire la demande, bien là, j'avais mes statistiques. Il y a tant de personnes, il y a tant d'enfants, ils ont prêté tant de livres. Alors là, j'ai eu des sous un peu. Ça a commencé. J'ai pu acheter une petite voiture. Je me promenais avec. J'ai pu acheter des livres. J'ai pu acheter des... Et ça grossit depuis ce temps-là. Et là, maintenant, ça ne fonctionne plus parce que l'an passé, il n'y avait pas de sous pour le transport. Alors, mais on pouvait garder le projet, mais il n'y avait pas de sous pour le transport. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Un autobus sans transport, c'est plus difficile, j'imagine. En tout cas, c'était ça l'histoire du Bibliobus. Et c'était formidable pour moi. J'ai adoré faire ça, me promener dans les Kootenays. Comme ça, j'ai rencontré plein de monde. Plein de gens sont devenus membres de l'association. Et plus on avait de gens, plus on avait de demandes pour des projets. Alors, et maintenant, tu vas aller à Nelson rencontrer Lynn. Tu vas voir, ça grossit, c'est 2 fois plus... Il y a 2 fois plus de projets que j'en avais moins dans le temps. Et qu'est-ce que ça a été les autres projets que vous avez mis sur place? Des camps d'été pour les enfants. Il y avait une espèce de camp qui s'appelait, je me rappelle,
plus juste comment ça s'appelait, mais je pouvais avoir une personne qui venait pendant l'année faire des activités avec les enfants. On a eu... qu'est-ce qu'on a fait à part de ça? Ben, disons qu'on a fait plus de fêtes. J'ai commencé à avoir une pièce de théâtre en français à tous les ans. On avait... c'est loin dans ma tête. On y va moi, je trouve qu'y aller par mois ou par saison, ça aide à se rappeler. Qu'est-ce qu'il y avait au mois de janvier? Qu'est-ce qu'il y avait au mois de février? On avait la fête de Noël. Après ça, on avait la cabane à sucre. Et ils avaient avant une petite fête cabane à sucre, mais comme il n'y avait pas beaucoup de sous pour les faire, mais après ça, quand on a commencé à avoir un peu plus de sous pour ça, il y avait 200 personnes qui venaient tous les ans à la cabane à sucre avec le gros repas traditionnel comme au Québec. Et on faisait ça je pense qu'ils le font encore là, dans le chalet d'une pente de ski. Une fois qu'ils fermaient, on louait ça. Alors, on pouvait être dehors, faire la tire dehors. C'était vraiment intéressant. Et puis après ça, ben, on avait toujours une pièce de théâtre au printemps. On avait la soupe du président, les gens venaient manger une fois par semaine. Ça s'appelait la soupe du président parce que la première fois, le président avait fait de la soupe. Et puis, on avait des rencontres 5 à 7. On avait des clubs de films. On présentait un film une fois par semaine. Les fêtes, à l'automne, il y avait une épluchette de blé d'Inde. Et je pense que tout ça, ça existe encore maintenant. Aussi, on a commencé à faire non seulement la Saint-Jean-Baptiste, mais la fête du Canada et la fête des Autochtones, les 3 fêtes. Je suis sûre que j'en passe. Est-ce que vos événements regroupaient autant de francophones que de francophiles? Beaucoup de francophiles. Et oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous personnellement pendant ces années de retrouver, parce que vous avez été vraiment coupé du français pendant quand même 10 ans, oui. Et de retomber dans un milieu où tout d'un coup il y a la langue, il y a les gens qui ont une culture commune? Pour moi, c'était extraordinaire parce que, comme je t'ai dit avant j'avais pas travaillé en français au Québec, alors c'était ma première fois dans ma vie où je travaillais en français, ce qui était vraiment intéressant. Puis, pouvez-vous juste nous en parler parce qu'on l'a dit, mais avant? Oui, ben disons, moi, au Québec, j'avais travaillé pour Bell Canada et on travaillait toujours en anglais. Et au moment où j'avais, je crois, 19 ans, quand je suis entrée pour travailler avec eux, et puis on m'avait dit qu'il fallait être bilingue pour travailler dans leur bureau. Et j'avais dit, bon, ben oui, je suis bilingue. Et une fois que je suis arrivée dans le bureau, j'ai vu qu'il ne fallait pas être bilingue. Il fallait parler anglais. Parce que les anglophones ne parlaient pas français. Et les francophones étaient tous bilingues. C'était un critère de pouvoir travailler là. Alors, finalement, j'étais en Colombie-Britannique et je travaillais en français. Je trouvais ça un peu ironique, mais c'était vraiment intéressant. Puis j'ai rencontré plein de gens intéressants. Aussi, on a commencé une radio communautaire, pas les francophones, mais une radio communautaire s'est ouverte à Nelson en 1998 et on a fait partie de la radio communautaire. Alors, je faisais un programme de radio à la radio communautaire en français. Puis aussi les jeunes québécois ou francophones du Canada, ou même des jeunes qui venaient de France. Finalement, ils savaient qu'il fallait venir à Nelson parce que là, il y avait une association francophone aussi où ils pouvaient se regrouper. Et les jeunes ont commencé à venir. Et il y a des étés où il y en avait 50 sur le parterre en avant. Et ces jeunes-là m'ont apporté beaucoup parce que moi, comme tu dis, j'étais coupée de la francophonie pendant assez longtemps. Ils arrivaient avec leurs livres en français, leurs CD, leur musique, leurs nouvelles choses. Et ils voulaient tous venir travailler à la radio communautaire. Alors, c'était vraiment intéressant. Puis ça m'apportait, c'est-à-dire que le Québec ou la francophonie venait chez moi à travers ces jeunes-là.
Et c'était vraiment intéressant. On a fait un petit programme avec eux aussi. On a installé dans le bureau Skype et c'était gratuit pour les jeunes pour qu'ils puissent communiquer avec surtout ceux qui étaient de loin, communiquer avec leur famille. C'était une place pour venir utiliser ce programme-là. Aussi, on avait des ordinateurs qui pouvaient venir utiliser. Alors, oui, on avait ça, accès à l'Internet, c'est un autre programme qu'on a fait. Oui, ça, c'était un beau programme. En fait, on m'a parlé aussi qu'il y avait un programme d'aide pour les aînés, en fait, qu'il y avait quelqu'un qui allait chez eux pour leur apprendre à utiliser Internet. C'était lorsqu'on a commencé le programme avec Industrie Canada, accès à l'Internet, oui, on avait invité les aînés, oui, puis il y avait cette personne-là qui ne pouvait pas venir au centre utiliser nos ordinateurs, alors la jeune personne allait chez lui enseigner comment. Et ça, c'était un beau succès parce que je me rappelle une dame dans le temps que je considérais âgée, mais qui avait à peu près mon âge aujourd'hui, et qui n'avait jamais utilisé un ordinateur et qui est venue s'est branchée sur Internet et s'est mis à envoyer des courriels à ses amis au Québec avec lesquels elle n'avait pas correspondu pendant 25 ans, puis elle était tellement enthousiaste de ça. Et oui, c'était bien. Disons, les jeunes venaient l'utiliser aussi, mais les jeunes, eux, ils savaient comment l'utiliser. Mais pour les aînés, c'était vraiment intéressant de pouvoir, parce qu'il y avait d'autres endroits où ils pouvaient aller, dans un café ou quelque chose, utiliser l'Internet, mais c'était en anglais, et ces personnes-là n'avaient pas ils n'étaient pas assez à l'aise avec l'anglais. Alors, pouvoir venir à un endroit où ils pouvaient se faire aider et apprendre en français, c'était vraiment bien pour eux. Quels ont été les plus grands défis de vos années de directrice? Le plus grand défi, obtenir des sous. C'est une réponse qui revient souvent. Oui. C'était le plus grand défi, oui. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? C'était toujours en rapport avec obtenir des sous, parce que c'était obtenir de l'aide, parce que pendant plusieurs années, je travaillais seule, et il y avait beaucoup de travail à faire. Alors, je ne pouvais pas employer quelqu'un, parce que j'avais pas de sous pour employer pour avoir des employés. Ça, c'était un défi. Avec Jeunesse Canada au travail, ça a aidé, parce que là, je pouvais avoir des jeunes. Et Katimavik, j'ai des jeunes Katimavik aussi. Dommage que c'est terminé, Katimavik, mais ça nous a beaucoup aidé. Et finalement, avec le bibliobus, j'ai pu avoir une employée. Alors, éventuellement, c'est devenu moins... il y avait de moins en moins de défis et de plus en plus de succès. Et est-ce que ça a été facile d'aller chercher les francophones? Oui, c'était facile d'aller chercher les francophones. Parce que je pense que ils avaient ce besoin, mais il n'y avait pas d'endroit où ils pouvaient obtenir. Quand on avait fait le remue-ménage, les gens disaient, on ne peut pas s'acheter des livres en français, il n'y a rien en français ici. On va à la bibliothèque, il y a 10 petits livres périmés, alors c'est toujours les mêmes, ils sont là depuis 25 ans. Il n'y a rien en français. On a besoin du français, surtout pour les enfants. On voulait beaucoup de français parce que les adultes, ils conservaient quand même leur langue entre eux, mais les enfants, c'est difficile. Quand tu vis dans un milieu minoritaire anglophone, que tes enfants gardent la langue, c'est très difficile parce que la minute qu'ils vont à l'école ou qu'ils jouent dehors avec les autres copains, c'est tout en anglais. Alors, si t'as pas des ressources, si t'as pas quelque chose pour que les jeunes voient que le français, c'est pas seulement une langue que ta mère parle à la maison, mais qu'il y a d'autres gens qui parlent aussi cette langue-là, c'est plus facile de garder le français avec eux. Si vous regardez la situation francophone au début, quand vous êtes arrivé ici, et ce qu'elle est maintenant, quel gros changement est-ce que vous voyez? Quelles avancées est-ce que vous avez fait? Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait les avancées. Vous, les francophones en général. Eh bien, ce que je vois maintenant,
pas ici, comme je te dis, il n'y a pas une grosse communauté, mais comme à Nelson, par exemple, puis à cause des écoles, c'est que la démographie de l'Association des francophones a changé. Moi, quand j'ai commencé, les gens avaient 40 ans. À mon temps, c'était surtout des gens à la cinquantaine. Il y avait des gens qui avaient des enfants aussi, mais il y en avait moins. Maintenant, la dernière fois que je suis allée à la fête de Noël, il y avait 25 jeunes en bas de 2 ans. Alors la relève, elle est arrivée. et les gens dans la salle c'était 40 ans en descendant et non en montant. Alors, ça a changé beaucoup aussi. Il y a beaucoup plus de jeunes familles avec des enfants à cause des écoles. Et je pense qu'il y a encore plus d'intérêt parce que c'est plus facile d'accès aussi. Et aussi parce qu'il y a plus de jeunes familles. Alors, il y a vraiment une communauté francophone. Qui s'est créée, qui s'est regroupée. Puis à Woodstock aussi, tu vas voir ça. Il y en a une aussi à Rossland. Je suis sûre que dans les autres places aussi. Mais je pense que l'école francophone est vraiment ce qui relie, et l'association aussi, mais les écoles, est ce qui relie les gens et ce qui amène les jeunes familles. Et personnellement, vous, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier aujourd'hui? De quoi je suis le plus fière? De quel projet ou de quel... votre vie, quand vous pensez à votre vie, ce que vous avez fait, les gens que vous avez côtoyés? Disons que mes années comme directrice de l'association, c'était mon meilleur travail. Le travail vraiment que je regarde et je suis contente d'avoir fait. Ça fait un impact dans la communauté francophone. J'ai rencontré plein de francophones en Colombie-Britannique. Quand je suis venue ici, dans le Nord, je ne savais même pas qu'il y avait beaucoup de francophones ici. Peut-être que j'aurais pas dit qu'il y était des poussières, mais je pensais pas qu'il y en avait 60 ou 75 000, comme vraiment on est. Je ne sais pas c'est combien maintenant, mais je me rappelle dans le temps, c'était 60 000, mais il y en a sûrement plus. Alors, ça a été de rencontrer des gens, de voir que la francophonie était vivante. Et d'y avoir contribué. Et était dynamique et qui allait de plus en plus. Est-ce que vous avez des projets que vous voyez à venir pour la francophonie d'ici? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Comme obtenir la radio. Maintenant, c'est moins important parce qu'on peut avoir la radio francophone sur Internet. Pas dans l'auto. C'est vrai, pas dans l'auto. moi, je conduis beaucoup ces derniers temps. Pas dans l'auto, et vrai. Je m'ennuie de ici. Ça aurait pu être... c'est quelque chose qu'on pourrait travailler pour avoir la radio francophone. Peut-être que maintenant, on ne se ferait pas dire qu'on n'est pas assez nombreux. Parce qu'on est plus nombreux maintenant. Et on a sur la radio communautaire à Nelson deux programmes en français qui a été commencé par l'Association des francophones. Ça, on pourrait en avoir plus, mais qu'est-ce qui pourrait changer? Je pense que le projet que tu fais, Annie, ça va être intéressant parce que dans les écoles, les jeunes vont connaître disons que la francophonie est vivante dans toute la Colombie-Britannique et pas simplement peut-être dans un grand centre. Je ne sais pas comment c'est à Victoria, mais ça va faire connaître les francophones un peu plus que ça l'était. Je ne sais pas, ça va être dans les écoles francophones seulement ou... Oui, parce que c'est tout en français. Oui, parce que... Ce serait quelque chose à peut-être à inscrire dans le curriculum des écoles de Colombie-Britannique, la part des francophones. Je ne vais pas vous le faire dire, mais moi, ça c'est quelque chose à quoi moi je pense. Oui, je ne sais pas si... tout leur raconter, mais moi j'ai vu que
quand j'étais à Nelson en 1983, il y avait une université à Nelson, l'université David Thompson. Je pense que c'était affilié avec l'université de Victoria. Et puis j'ai pris un cours d'histoire. Et parce que j'avais pas eu un cours d'histoire dans mes cours universitaires à Montréal. Et alors j'étais intéressée de voir qu'est-ce que j'allais entendre. Et j'ai vu que le professeur a commencé avec l'arrivée de Jacques Cartier au Québec. Et personne ne savait rien jusqu'à 1763. Toute cette histoire avant la conquête du Québec par les Anglais en 1760. C'est là que commençait le Canada pour eux. C'est l'inverse de l'histoire que moi j'ai entendue au Québec. Nous, ça finissait à partir du moment où les Québécois, les francophones perdaient. Ça s'arrêtait là. Après, c'était la fin. Ici, donc, c'était le contraire. Il commençait en 1763 jusqu'à nos jours. Et personne... Et moi, quand le professeur disait quelque chose, j'interactais avec lui, puis les gens disaient, mais comment tu sais ça, toi? Ben, je l'ai appris à l'école en 3e année. et eux, ils ne savaient rien de ça. Parce que ce qu'ils apprenaient, c'était après que la colonie française était tombée aux mains des Britanniques. Je trouvais ça intéressant et non, dans un sens. Et moi, ce que je vois, en fait, j'en parlais avec des gens pour chaque région, comme par exemple Kelowna, le fondateur de la ville, c'était un Français. C'est lui qui a apporté les vignes ici. Alors, et même dans la fondation de la Colombie-Britannique, dans certaines villes, il y a des francophones qui ont vraiment été le peuple fondateur avec... Oui, des colonisateurs avec les anglophones. Oui. Mais d'ailleurs, quand David Thompson est venu dans ce coin, il est venu avec des voyageurs. Alors, il y a plein de noms francophones que tu reconnais. Des fois, ils ont été anglicisés. Comme j'avais des voisins qui s'appelaient Varallo. Ils s'appelaient Barlow. Mais j'aurais dit, oh non, votre nom c'est Varallo et ça veut dire, c'est du vieux français et ça veut dire vers l'eau. Et ici, il y a un ruisseau qui s'appelle Carpenter Creek. Mais c'était Élie Carpentier qui est venu ici pendant la ruée sur l'argent et sur l'or. Et le ruisseau a été nommé d'après son nom, Carpentier. Mais maintenant, c'est Carpenter, mais c'était Élie Carpentier. Et je ne te raconterai pas l'histoire que Lynn va te raconter, mais à Nelson. Je ne vais pas la rencontrer. Tu ne vas pas à Nelson? Je vais à Nelson, mais je rencontre pas Lynn. Bon, alors, l'année passée, Lynn a fait un projet sur les anciens francophones, et puis ils ont fait des marionnettes géantes, justement de Élie Carpentier et d'un monsieur bourgeois qui avait une grosse... beaucoup d'arpentage dans la vallée, et ses descendants sont encore là. Et il y avait un boulanger à Nelson qui s'appelait Choquette. Et il y avait plein de francophones. Et on entend souvent des noms des gens qui s'appellent Leblanc, Descamps, c'est pour des champs Leblanc. Puis il y a beaucoup de... Je n'étais pas encore sur la... Il y avait beaucoup de noms francophones. D'ailleurs, on a fait... Tu parles de projet, un autre beau projet qu'on a fait qui me revient, là, je pense en 1998. Ça s'appelait Le Grand Ordinaire. Et ce qu'on avait fait, nous, dans les Kootenays, c'était justement aller trouver qui étaient les francophones qui étaient venus ici au début. C'est là qu'on avait découvert la boulangerie Choquette à Nelson, qui était le même édifice où il y a maintenant une boulangerie francophone à Nelson, par le propriétaire est Raymond Garriépi. Et il fait du très bon pain. Et c'était dans la même édifice que le boulanger Choquette dans le temps. Et ça avait été très intéressant de découvrir ça. Et justement, c'est là qu'on avait découvert Élie Charpentier et M. Bourgeois. Il y avait un bijoutier aussi, je ne me rappelle plus son nom, mais je pense qu'ils ont fait une marionnette géante de ce bijoutier-là, monsieur, j'ai oublié son nom.
Mais si tu parles à des francophones à Nelson, demande-leur à propos des marionnettes géantes, ils vont t'en parler. Et Nelson, ça avait été fondé en quelle année? Nelson, je pense 1900, dans les années... Non, avant ça, 1880 quelque chose, parce que il y avait des... c'était fondé pendant la ruée sur l'argent et sur l'or, dans les 1890 à 1905, ça a duré, là. C'était fondé pendant ce temps-là, je suis pas mal sûre. Ouais. Et maintenant que vous avez fini votre mandat, qu'est-ce qui vous tient, parce que vous avez l'air d'être très occupé encore, qu'est-ce qui vous tient occupé, animé aujourd'hui? Bien, disons, quand je vois que je peux être utile quelque part, comme j'aime beaucoup les arts, j'ai 2 fils un qui est acteur, ils sont musiciens, alors les arts, ça me tient beaucoup à cœur. D'ailleurs, on a fait justement un autre projet, ça c'est pas moi, mais après que j'étais partie à Nelson, une pièce de théâtre, on a monté une pièce de théâtre de Le Petit Prince. Et j'ai joué dans Le Petit Prince, j'étais Léonore. Et alors, tout ce qui a rapport à la culture, aux arts, aux langues, j'aime beaucoup les langues, ça me tient, ça m'intéresse. Alors, comme j'ai pas un travail rémunéré maintenant où je dois aller tous les jours, bien, j'ai le temps de m'occuper de d'autres choses. Alors, et vous continuez de vous impliquer dans la communauté d'ici? Oui, je suis sur le conseil d'administration de la Galerie d'art. Je fais beaucoup de travail avec eux. Oui. Et est-ce que vous avez transmis le français à vos enfants? Oui, plus aux plus vieux. J'ai deux fils, pas celui qui est né. Quand je suis venue ici, j'avais déjà un fils qui était né au Québec. Alors lui, il n'y a pas de problème avec son français. Le plus jeune, comme il est né ici, dans un village autochtone où personne ne parlait français, c'est un peu plus difficile avec lui. Et tout s'est passé en anglais pour lui, les études, tout ça. Alors, il est moins bilingue que le vieux, mais il peut quand même parler français. Et même chose, mes petits-fils. J'ai 2 petits-fils aussi. Est-ce qu'ils sont en Colombie-Britannique? Oui, ils sont à Smithers, mais ils sont 21 et 25 ans. Alors, ils sont plus à l'école. C'est des grands. C'est des grands petits-fils. Et est-ce qu'ils parlent un peu français? Ah oui. Oui. Donc, ça s'est poursuivi. Oui, peut-être pas autant qu'on aurait voulu. S'il y avait eu des écoles en français, à ce moment-là, ça aurait été probablement plus facile. Mais bon. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter pour terminer? Qu'est-ce que j'aimerais ajouter pour terminer? Qui n'a pas été dit ou quelque chose, un message aux gens, aux plus jeunes qui vous écoutent, des choses que vous avez apprises au cours de tout ce temps-là, puis que vous avez envie de partager? Ce que j'aimerais dire, c'est que je suis très fière de la relève francophone dans les Kootenays. Et je veux leur laisser savoir que c'est très important. Ils le savent d'ailleurs parce qu'ils le font. Et je suis très fière de voir que la francophonie se développe de plus en plus et que les gens, c'est plus facile pour les gens. Alors, peut-être qu'ils ont moins de défis, mais quand même, c'est toujours un défi de garder sa langue dans un milieu minoritaire. Je suis certaine que tu as le même constat. Surtout pour les enfants. Pour les enfants. Pour moi, oui. c'est facile, non, mais pour les enfants, oui. C'est vrai que on arrive déjà avec notre langue toute apprise et on ne peut pas l'oublier, peut-être, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, je ne m'imagine pas que je pourrais l'oublier, mais si tu arrives au monde, si tu es né dans un endroit où tu es entouré d'anglophones, c'est beaucoup plus difficile. Oui. Et d'ailleurs, je pense que je ne réponds pas tellement à ta question, là, mais je trouve que
au Québec, c'est la même chose que souvent on se faisait dire qu'on ne parlait pas de bon français ou quelque chose. Mais je trouvais qu'au lieu de se faire critiquer, on aurait dû se faire de voir l'effort que les francophones au Québec ont fait après la prise de parler pour les anglophones. Parce qu'on était une petite poignée de francophones entourés des États-Unis, du restant du Canada et avec des administrateurs anglophones, et on a quand même gardé notre langue. C'est quand même un beau défi, ça. Et c'est un défi qui s'étend maintenant dans tout le pays. Dans tout le pays. Parce qu'on est, c'est ce que je vois, on est parti de presque rien. Et la francophonie continue de grandir. C'est pas seulement de la survie, dans notre cas, c'est de l'expansion. Oui, oui. Et oui. c'est vrai que en soi, c'est une victoire, je pense, pour nous en Colombie-Britannique. Alors, je suis fière que les jeunes francophones et tous les francophones de la Colombie-Britannique soient aussi impliqués, et je souhaite qu'ils continuent et que ça augmente tout le temps, que ça ne disparaisse jamais. Et qu'on ait du succès à obtenir de plus en plus de ressources et de plus en plus de services, comme la radio francophone, n'importe quelle autre chose qu'on peut imaginer qu'on aimerait avoir. Merci beaucoup, Jeanne. Bienvenue. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.